Puis cette question de l'enfantement, qui est à la fois un privilège, un pouvoir immense, en théorie, mais dans un certain nombre de contextes, ce pouvoir, il est retourné. Il crée finalement une vulnérabilité, puisqu'il est, même si c'est rarement formulé en ces termes, il est véritablement pensé comme un devoir et comme un dû. Comme si enfanter devenait une sorte de dette implicite envers le mari, envers la famille, envers la société. Si vous n'étiez pas mère, vous n'étiez pas une vraie femme. Je suis assez gêné, moi, de voir cette nouvelle mode, tous ces politiciens ne pas avoir d'enfants. Désintérêt total de la chose. Vous êtes plutôt jeune, vous deux. Qu'est-ce que vous attendez ? Elle veut pas d'enfants. Mettez-vous-y avant 40 ans, vraiment. Aujourd'hui, j'ai 70 ans. Je suis de nouveau enceinte. Cela ne nous regarde pas. C'est pour quand ? C'est pour quand ? C'est pour quand ? Alors ? C'est pour quand ? Avant de commencer, si vous aimez ce podcast, abonnez-vous et laissez-nous 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Ça nous aide à donner voix à ces paroles précieuses, alors merci. Gabrielle Solis, saison 1 de Desperate Housewives. La femme qui a bien calculé. Mari riche, grande maison à Wisteria Lane, vêtements de créateur. Le fantasme ultime de la femme qui aurait su tirer son épingle du jeu économique, qui aurait utilisé le mariage comme ascenseur social, son corps comme monnaie d'échange, et qui s'en serait bien sorti. Carlos Solis aimait sa femme plus que tout au monde. S'il y a une femme sur cette planète avec un plus joli teint comme la présente. Même si elle était vaniteuse. Pourquoi on file du fric à l'église tous les dimanches ? On a toujours droit au même numéro. Égoïste. Je t'avais dit de m'acheter de la haute couture. Je vais pas mettre du prêt-à-porter avec ces chaussures. Oh ! Et pour y gâter. Ce personnage, tu le détestes ou tu l'envies. Mais surtout, il incarne l'idée que certaines femmes savent comment fonctionne le système et qu'elles en jouent avec facilité. Seulement, voilà ce que disent les chiffres. En France, aujourd'hui, 3 femmes en couple sur 4 gagnent moins que leur conjoint. Et en moyenne, 42% de moins, selon une étude de l'INSEE, un peu datée, de 2011. 28% des femmes en couple n'ont pas de compte bancaire personnel, un chiffre qui a augmenté de 5 points en un an, selon une enquête IFOP de 2025. En cas de séparation, leur niveau de vie chute en moyenne de 28%. Une femme divorcée sur 3 bascule sous le seuil de pauvreté, selon l'INSEE toujours. Gabrielle Solis, c'est une fiction. Pas seulement celle de la série, celle d'un imaginaire collectif qui nous raconte que les femmes tirent profit du mariage, alors que les données disent exactement l'inverse. Mon invité aujourd'hui a passé 20 ans à arpenter des terrains en Inde, au Sénégal, en France, pour comprendre comment les femmes vivent avec la dette. Pas la dette des États ou des marchés financiers, la dette quotidienne, souvent invisible. Elle vient de publier La femme endettée aux éditions La Découverte. Isabelle Guérin est socio-économiste et directrice de recherche à l'IRD. Et dans son livre, elle pose une question que je n'avais jamais entendue formuler de cette manière. Et si être femme, c'était être en dette permanente ? Alors, bonjour Isabelle. Bonjour. Alors, tu es chercheuse spécialiste de la microfinance dans les pays du Sud, notamment. Comment en es-tu arrivée à écrire un livre qui parle, on va dire, autant de la honte des femmes en général que de taux d'intérêt ? Oui, merci de cette invitation. Il y a quelques idées assez simples dans ce livre. J'en dirais peut-être 2 pour commencer. La première, c'est que cet endettement chronique des familles populaires, il fait tourner la machine capitaliste. Bon, je suis économiste de formation, donc les économistes, ils aiment bien les chiffres. Alors, il faut s'en méfier des chiffres, mais il y a quand même, sur certaines réalités invisibles, il faut quand même donner des chiffres pour rendre visible l'invisible. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que, et c'est une estimation très basse, au moins un tiers des familles à l'échelle globale sont chroniquement endettées. Découvert bancaire, arriérés de paiement, crédit consommation, microcrédit dans les pays du Sud, etc. Un deuxième chiffre, être endetté, pourquoi pas ? La question, c'est à quel coût ? On dispose de très peu de chiffres, mais les chiffres dont on dispose sont quand même éloquents. Deux indicateurs ici. Le premier, c'est ce qu'on appelle le service de la dette, c'est-à-dire quelle est la part de mon revenu qui est dédiée au remboursement. Dans les Nords,
c'est plus de la moitié. Je gagne 100, il y a plus de 50 de mon revenu, des euros, des roupies, des dollars, etc., qui sont dédiés au remboursement de la dette. Et dans un certain nombre de contextes, c'est le premier poste avant l'alimentation, la santé, l'éducation. C'est fou. C'est fou. Alors, les chiffres, ils sont essentiels pour rendre compte de cette réalité qui est insuffisamment discutée, insuffisamment visibilisée. Mais la dette n'est pas qu'un chiffre. C'est des femmes qu'on a suivies avec des collègues indiens et puis avec d'autres collègues dans la durée, qui nous ont confié leurs témoignages, leur vécu. On observe des situations et on voit à quel point la dette, c'est quelque chose de très incarné, de très intériorisé. C'est de la honte, c'est de la culpabilité, c'est des nuits blanches, comment on va payer le lendemain. C'est des insomnies, des maux de ventre, des angoisses, des tranquillisants pour faire passer tout ça. Et puis, il faut aussi faire en sorte que les enfants et le conjoint, quand il y en a un, aillent bien. Donc, il faut tenir la face. Et puis, c'est le corps exposé en permanence de 1000 manières. Qu'il s'agisse de sourire, qu'il s'agisse de faire une caresse, qu'il s'agisse de monnayer son corps. Bon, on y reviendra certainement. Et donc, il y a 2 idées assez simples dans ce livre qui, 1, cette dette fait tourner la machine parce qu'elle compense des salaires insuffisants, parce qu'elle permet aux gens de consommer, parce qu'elle permet de compenser des protections sociales qui sont inexistantes ou défaillantes. Donc, on est vraiment au cœur du réacteur de la machine capitaliste. Ça, c'est le premier point. Et deuxième point, c'est que sa dette, elle est gérée en grande partie par des femmes. Et c'est comme ça que tu as commencé l'entretien. Et c'est vraiment cette idée force que j'ai mis un certain temps à comprendre, même si elle semble simple. Cette dette, elle est inscrite dans le corps et dans la chair des femmes, comme si être femme, c'était être en dette. Mmh. Et ces 2 idées sont assez simples, mais voilà, il m'a fallu plus de 20 ans de travail quantitatif, qualitatif, pour arriver à cette conclusion. Le mot dette, dans ton ouvrage, en fait, justement, c'est ce que tu commençais un petit peu à expliquer, recouvre bien plus qu'une notion simplement financière. Donc, tu parles de dette patriarcale. C'est une notion que tu as construite. Qu'est-ce que ça désigne exactement ? Alors, effectivement, cette idée de dette patriarcale, c'est un argument assez fort du livre et qu'il m'a fallu un certain temps pour l'élaborer, mais l'idée est finalement assez simple. J'ai quand même eu cette obsession au cours de toutes ces années de dire, mais pourquoi les femmes payent ? C'est marqué sur notre front, disent les femmes tamoules. Ouais. Et si on sort du cas tamoul, le Tamil Nadu en Inde du Sud, voilà, comment se fait-il qu'en France, lorsqu'il s'agit de recouvrer des dettes de loyer, par exemple, il faut savoir que dans les HLM, un grand nombre de familles ne payent pas à l'heure. Les HLM ont des services de recouvrement. À qui s'adresse-t-il ? Aux femmes. Mais en priorité, quoi. C'est un protocole qui est élaboré un peu de cette manière ou... C'est des observations d'un collègue, Camille François, qui a passé un certain temps à décortiquer la manière dont les expulsions de logements sont gérées. Avant l'expulsion, il y a tout un travail qui est fait pour faire en sorte que les gens payent leur loyer. Mm-hmm. Et il observe que, c'est pas formalisé, je ne crois pas qu'il y ait de manuel indiquant qu'il fasse s'adresser en priorité aux femmes, mais en pratique, le personnel s'adresse en priorité aux femmes. Et on va retrouver ça dans tout un tas de contextes. Et quand on pose la question... Voilà, que ce soit le travail social qui accompagne des personnes dans la prévention de l'endettement ou dans l'accompagnement du surendettement, que ce soit des agents de microcrédit, que ce soit des huissiers, il y a ce constat, une sorte de naturalisation du fait que c'est beaucoup plus simple. Quand il s'agit de faire payer une dette, c'est beaucoup plus simple de s'adresser aux femmes. Et du côté des femmes, vous avez une certaine forme d'intériorisation. Je suis femme, je paye. Donc, cette dette patriarcale, qu'est-ce que c'est ? C'est cette idée, finalement, assez simple que non seulement les femmes sont plus exposées à la dette, mais ne sont-elles pas, finalement, socialement construites comme des sujets de dette, comme si la dette leur collait à la peau, en fait. Alors, ensuite, quand on essaye de décortiquer ça, puisque la raison d'être des sciences sociales, c'est de décortiquer un certain nombre de processus qui peuvent sembler naturels. Et l'objectif des sciences sociales, c'est précisément de déconstruire cette naturalité. Il y a aussi un geste très politique, puisque si on déconstruit, si on explore les ressorts de cette dette patriarcale, ça nous autorise à penser d'autres futurs. Donc, il y a vraiment un geste politique ici qui est central. Et donc, cette dette patriarcale, si je déplie, j'en arrive à cette idée que c'est un mélange de dette morale, de dette financière et de dette sexuelle. Ok. Dette morale liée à la question des obligations. Alors évidemment, tout le monde a des obligations. Les hommes, bien sûr, ont des obligations. On a tous et toutes des obligations. La particularité des obligations féminines, c'est leur débordement et leur côté à la fois quotidien et excessif. Comme si on n'en faisait jamais assez. Que l'on soit mère, grand-mère, épouse, belle-fille, etc. Il n'y a jamais un moment où on peut dire, voilà, c'est bon, tout va bien. Non, il y a toujours un sentiment de n'en faire jamais assez. On n'a jamais fait notre part, quoi. Voilà, il y a toujours, ça déborde en permanence. Donc, avec ce sentiment permanent de n'en faire jamais assez, donc une sorte de culpabilité omniprésente. Et puis, il y a ensuite un autre sentiment, lancinant, omniprésent, qui est proche de la culpabilité, mais qui n'est pas tout à fait le même, qui est celui de la honte.
que Simone de Beauvoir avait bien identifié et qui est plutôt lié à un sentiment d'infériorité. Dès le CP, on nous apprend le masculin l'emporte sur le féminin. Voilà, comment pourrais-je... tellement. Tellement. Hein. Et puis, cette dette morale va se répercuter sur cette dette financière. Hein. On paye, du coup, pour réparer, comme si le fait de payer ces dettes financières permettait d'éponger, en quelque sorte, le sentiment de n'être jamais à la hauteur. Et puis, il y a cette dimension sexuelle qui me semble vraiment fondamentale, qui est un mélange de dépendance économique et de normes sexuelles. Je dois du sexe en tant que femme, puisque ma sexualité ne m'appartient pas complètement, y compris dans un contexte comme la France, y compris avec la vague MeToo, on n'en est toujours pas sorti. Bien sûr. Un certain nombre de progrès ont été faits, c'est évident, mais de toute évidence, un certain nombre de normes sont là en permanence pour nous rappeler que notre sexualité ne nous appartient pas complètement. Elle est régie par l'obligation d'enfanter, elle est régie par le fait que le plaisir sexuel féminin reste quand même très tabou, mal vu. Voilà. Et puis il y a la question de la dépendance matérielle. Peut-être tu as rappelé des chiffres en introduction. Aujourd'hui, j'en donne un autre qui est quand même très parlant. Une enquête IFOP de 2023 qui considère que 44% des femmes vivant en couple estiment qu'elles seraient dans l'incapacité matérielle de quitter leur conjoint. C'est énorme. C'est quasiment la moitié. C'est quasiment la moitié. Et donc, combien d'entre elles, finalement, inconsciemment ou pas, et souvent c'est très insidieux, c'est très inconscient, c'est très intériorisé, se sentent tenues de compenser cette dépendance matérielle par du sexe. Et donc vous avez cette espèce de mélange permanent qui s'enchevêtre de dettes morales, financières, sexuelles, et qui crée cette dette patriarcale. Alors tu dis justement qu'une femme est sommée de devoir quelque chose aux enfants, au conjoint, à la belle famille, à la lignée, à la communauté, aux banques, à l'État ou encore à la nation. Cette liste, elle est assez vertigineuse. Est-ce que, par exemple, une femme qui ne voudrait pas d'enfants échappe à une partie de cette dette? Est-ce que, selon toi, elle la contracte autrement? Mais, je disais tout à l'heure, les sciences sociales, leur mission, c'est quand même de déconstruire ce qui peut sembler naturel. Comme tout travail en sciences sociales, il y a à la fois le terrain, donc vraiment c'est dans la durée et dans la confrontation, dans le temps long, avec tout un tas de vécus de femmes et d'hommes aussi, pour comprendre cette construction. Et puis il y a bien sûr tout un tas de théories qui existent déjà et qui ont rarement pensé des choses en termes de dette, mais qui ont beaucoup à nous apprendre sur cette question, et où la question de l'enfantement apparaît de manière très claire. Donc là, si je résume un peu les différents fils qui m'ont inspiré, vous avez toute une partie de l'anthropologie sociale et culturelle, je pense très bien représentée en France, avec Françoise Lhéritier, par exemple, qui considère que ce privilège que les femmes ont de donner la vie, finalement, est tout à fait central dans ce qu'elle appelle la balance différentielle des sexes, avec aussi, et de manière plus large, cette question de la corporalité, la question des fluides féminins, par exemple, le sang des règles, celui de l'accouchement, qui ont, dans un certain nombre de contextes, sont considérés comme impurs. À l'inverse, le sperme ou le sang versé à la guerre, qui est plutôt valorisé. Et donc, avec ce corps féminin qui est plutôt associé à la souillure, donc à la honte. Et puis, cette question de l'enfantement, qui est à la fois un privilège, un pouvoir immense, en théorie, mais dans un certain nombre de contextes, ce pouvoir, il est retourné. Il crée finalement une vulnérabilité, puisqu'il est, même si c'est rarement formulé en ces termes, il est véritablement pensé comme un devoir et comme un dû, comme si enfanter devenait une sorte de dette implicite envers le mari, envers la famille, envers la société. Alors qu'une partie de l'anthropologie qui montre à quel point, dans certains groupes sociaux, ce pouvoir d'enfanter est vu comme un pouvoir. Je pense par exemple à Annette Weiner, qui montre très bien comment ce statut de mère fertile n'est pas du tout vécu comme un devoir et comme une dette, mais à travers tout un tas de rituels sociaux, politiques, érigés véritablement en pouvoir. Donc, ce qui montre qu'il n'y a pas de fatalité. Mais de fait, aujourd'hui, dans tout un tas de contextes, et a fortiori dans un contexte de déclin démographique qui suscite tout un tas de fantasmes, le réarmement démographique, cette question de l'enfantement reste une dette féminine. Un dû. Le sentiment de n'en faire jamais assez, tu le retrouves partout sur tes terrains, où que tu ailles finalement. C'est quelque chose qui est universel selon toi ou culturellement situé. Enfin, voilà.
Comment c'est possible en fait que ce soit partout pareil de ce point de vue-là? Mais le travail que j'ai fait, il y a vraiment cette idée de naviguer entre la singularité des contextes et le fait que cette dette patriarcale, elle a 1000 visages, en fonction des histoires politiques, des histoires coloniales, des systèmes économiques, des systèmes de protection sociale, des formes familiales, du degré de contrôle qui est exercé sur la sexualité féminine. Donc il y a vraiment toute une variété, et avec y compris des contextes où, on le disait à l'instant, cette question de l'enfantement n'est pas forcément considérée comme une dette. Donc ce qui laisse quand même des espoirs pour d'autres futurs. Et en même temps, il y a effectivement une récurrence des processus. Et donc, il faut arriver à naviguer entre ces deux manières de penser les choses, à la fois en identifiant ce qui est récurrent et en identifiant quand même ce qui fait la particularité des contextes. Et là, peut-être, je dirais 2 choses. La première, c'est, donc, il y a ce sentiment de n'en faire jamais assez, qu'exprime cette notion de culpabilité. Et bien, ce sentiment proche, mais qui est quand même différent, c'est celui de la honte. La honte parce que je suis inférieure, et donc quiconque se pense et est pensé par autrui comme inférieur se sent honteuse de sa situation. Après, ce qui est ensuite intéressant, c'est de voir comment cette honte, elle se décline de plein de manières. Je pense à Annie Ernaux, qui a des pages magnifiques sur la honte de classe, en fait, où là, le fait d'être femme se double d'une honte de classe, où elle découvre finalement que, je ne sais plus à quel âge, mais que finalement, elle vient d'un milieu de classe populaire, où sa mère et sa grand-mère disent des gros mots, sa grand-mère ou sa tante, je ne sais plus, pisse debout. Et donc, quand elle découvre finalement les mères de ses copines, qui sont des bourgeoises, ces jolies fées aux doigts vaporeux, qui passent leur journée à dépoussiérer leur intérieur, elle découvre la honte, finalement, la honte d'être de classe inférieure, cette honte qui est un mode de vie. Je crois qu'elle le dit comme ça. Ensuite, vous avez la honte coloniale, avec tout un tas la littérature est aussi très utile pour montrer à quel point être tiraillé entre les normes de votre pays d'origine et puis les normes que la colonisation vous a imposées, à quel point ça crée aussi, ça rajoute, et puis la honte des normes conjugales et hétérosexuelles. Je pense à toute la manière dont les mères de famille monoparentales, alors c'est plus Fantine de Victor Hugo, mais aujourd'hui encore, on voit bien à quel point régulièrement, de différentes manières, être mère de famille monoparentale est quelque chose qui est très stigmatisé. Donc on a à la fois cette honte qui prend 1000 visages, et puis je donnerai un autre exemple là qui est vraiment tiré de mes terrains et qui montre à quel point le terrain du Tamoul, le Tamil Nadu au sud de l'Inde, où je travaille depuis plus de 20 ans, a été vraiment un révélateur. Parce que dans mes terrains précédents, j'ai fait un terrain en France déjà sur ces questions au début des années 2000, puis je suis partie au Sénégal, j'étais au Maroc, en République dominicaine, au Brésil, etc. Bon, le terrain du sud de l'Inde a été un révélateur à la fois parce que j'y ai passé plus de 20 ans, mais aussi parce que cette femme endettée, elle a finalement, en 20 ans, elle s'est métamorphosée. Et donc là, on a vraiment une sorte de laboratoire qui a vraiment mis en lumière les ressorts de sa construction. Si je résume rapidement, peut-être déjà une image. J'ai suivi des femmes dans la durée, y compris différentes femmes d'une même famille, et donc plusieurs générations. Et il y en a une de ces femmes que j'appelle Pushporani dans le livre, dont je prends régulièrement l'exemple pour montrer de manière un personnage un peu récurrent. Voilà, tout à fait. Et je partage une scène. Sa mère qui un jour se lamente en disant « Oh là là, mais ma fille, tu sais même plus rire. » Et effectivement, la mère de Pushporani, qui a donc à peu près 70 ans, est quelqu'un de très exubérant, qui rit à gorge déployée, qui a un langage très cru, qui a un langage très imagé, et qui se lamente en quelque sorte que sa fille se passe son temps à discipliner son corps, sa gestuelle, sa corporalité, ce qu'elle dit, qui prend un air outré quand on fait des blagues un peu salaces. Et cette scène peut sembler complètement anecdotique, mais elle a beaucoup à nous dire sur la manière dont cette femme endettée s'est construite au cours des 2 dernières décennies. Et alors, j'ai un chapitre entier dans le livre qui est dédié à ça, mais pour faire court, on est passé d'un contexte, il y a à peu près une vingtaine d'années, où ça s'est évidemment pas fait du jour au lendemain, mais il y a vraiment une bascule qui s'est faite au cours des 20 dernières années, où on passe d'une situation où les femmes, et là je me suis particulièrement intéressée aux femmes Dalit, c'est-à-dire ex-intouchables, tout en bas de la hiérarchie de caste, qui, il y a encore une vingtaine d'années, étaient considérées comme très productives sur le plan économique, parce que très actives sur le plan agricole.
et que l'on mariait avec ce qu'on appelait le prix de la fiancée. C'est-à-dire que c'était les parents du garçon qui payaient pour marier leur fils. Okay, ce qui atteste en quelque sorte de la valeur de ces femmes sur le plan économique. Et puis en 20 ans, il y a tout un tas de tendances et qui sont en fait entremêlées, avec à la fois une transformation économique assez rapide, avec un déclin de l'agriculture, et donc un déclin de la valeur économique des femmes, une transformation concomitante assez radicale des règles de parenté, où on se marie finalement de moins en moins dans la famille proche, mais de plus en plus on espère s'élever socialement par le mariage. Au prix de la fiancée se substitue la dot, c'est-à-dire que la dévalorisation des femmes s'accompagne du fait qu'il fallait payer pour marier sa fille. Sa fille, ouais. Voilà. Ma mère de Pouchporani qui dit, voilà, à mon époque, on aimait les paysannes costaudes, avec les pieds ancrés dans la terre, capables de travailler la terre. Et aujourd'hui, on valorise des femmes qui restent à la maison à regarder des séries, à s'occuper des enfants. Bon. Alors, dans son propos, il y a quelque chose qui évidemment invisibilise le quotidien de ces femmes. S'occuper des enfants, c'est un travail c'est un travail, voilà, qui est chronophage, qui est épuisant, qui suppose un certain nombre de compétences. Et puis ce travail, aujourd'hui, c'est aussi gérer cette dette. Mais dans la mesure où les salaires, les revenus masculins ne suffisent pas à satisfaire aux besoins de la famille, l'endettement est devenu massif. Je donnais des chiffres tout à l'heure. Et c'est un travail féminin. Puis une dernière que je n'ai pas évoquée, mais c'est cette question du contrôle sur le corps et la sexualité des femmes. Puisque une bonne épouse aujourd'hui, c'est une épouse qui reste au foyer, qui s'occupe de ses enfants, qui gère les dettes, et puis qui contrôle sa sexualité. Donc la mère de Pouchporani avait une sexualité beaucoup plus libre, finalement, que celle de sa fille. C'est surprenant, ce changement de paradigme que tu décris dans le livre. Et moi, ce qui m'a fascinée, c'est d'observer à quel point l'économique est indissociable de la question de la parenté, qui se marie avec qui, mais aussi qui a droit à quoi, qui fait quoi au sein du couple, et de la question de la sexualité. C'est-à-dire qu'à partir du moment où mon corps est contrôlé, j'ai évidemment moins accès à des ressources matérielles, et comme j'ai moins accès à des ressources matérielles, j'ai davantage cette dette sexuelle dont on parlait tout à l'heure. Et finalement, ce catamoule, il agit comme un miroir grossissant de ce qui s'est passé dans la durée en Europe. Oui. Où on a historiquement cette construction de la famille nucléaire hétérosexuelle avec l'homme supposé être le gagne-pain, la femme être supposée femme au foyer, dépendante. Tout ça s'est fait sur un temps très long. Et évidemment, le Tamil Nadu contemporain n'est pas la France du 19e. Mais encore une fois, le rôle des sciences sociales, c'est évidemment d'insister sur la singularité, mais aussi de tisser des fils récurrents. Oui, de faire des ponts aussi. De faire des ponts. Et il y a vraiment un parallèle saisissant entre la construction de rôles masculins et féminins très différenciés, ce qui est quand même une singularité à l'échelle de l'histoire, une forme familiale très, très singulière, un contrôle quand même très, très marqué sur la sexualité et sur le corps des femmes, et cette question de la dette patriarcale. Je te propose de lire un extrait de ton ouvrage que je trouve très parlant. Voilà, si tu veux bien nous le lire et puis nous dire en quelques mots ce que ça t'évoque, justement, cet extrait. Être femme, dans bien des contextes, c'est devoir soin, loyauté, respectabilité. Être femme, c'est être sommée de devoir quelque chose, que ce soit aux enfants, aux conjoints, à la belle famille, à la lignée, à la communauté, aux esprits ou aux divinités, aux banques, à l'État ou encore à la nation. C'est porter une faute originelle, non d'avoir reçu la vie, mais de la donner. Comme si enfanter et s'endetter allaient de pair. Comme si l'obligation d'aimer, de servir, de tenir le foyer, de sauver la famille, produisait une dette sans fin qui se paye en heures de travail invisible, en argent trouvé on ne sait où, en concession sur le corps. Être femme, c'est aussi se sentir coupable, de n'en faire jamais assez, porter une honte d'exister en négatif, se sentir mutilée, souillée, comme l'écrivait Simone de Beauvoir. La femme endettée lutte sans relâche contre un monde hostile, mais aussi contre elle-même, se qualifiant de mauvaise mère, d'épouse ratée, de femme facile ou de pute. Et c'est pour cela qu'elle paye, inlassablement. Merci. Du coup, j'ai l'impression que cet extrait, en fait, ça résume bien ce qu'on s'est dit là depuis le début de l'échange, cet endettement d'être une femme, cette honte.
Oui, peut-être pour incarner et éviter de laisser penser que ce propos est vraiment sorti de mon salon. Non, c'est vraiment le résultat de toutes ces années d'observation. Et donc, je vais vous donner plusieurs exemples. Et le premier, c'est un peu le déclic qui m'a vraiment interpellée. Donc, c'est toujours la Pouche pour Annie dont on parlait tout à l'heure. J'étais à 2 moments dans nos discussions, parce que ça fait une quinzaine d'années que je la connais. Le premier, c'est ça fait déjà quelques années qu'on se connaît. Et elle se confie à nous, avec mon collègue Santoche, avec lequel j'ai beaucoup travaillé, à propos d'un homme de son entourage qui lui prête régulièrement de l'argent. Les prêts que cet homme lui concède sont essentiels pour faire tourner l'argent de la famille, pour faire rouler la dette. Et en même temps, elle s'interroge, cet homme est très flexible, il lui prête avec peu d'intérêt. Est-ce qu'elle ne lui doit pas du sexe ? Donc nous, on est un peu troublés par cette confidence. On lui dit, mais enfin, tu le rembourses, tu payes des intérêts, pourquoi tu lui donnerais du sexe ? Mais ça lui semble étrange que ce type lui fasse confiance, on lui a rarement fait confiance de cette manière, forcément il attend quelque chose. Et c'est là, je crois, dans ce moment de terrain que cette idée de dette patriarcale commence à germer, où on dit, mais en fait, c'est comme si elle devait sans cesse, en fait. Oui. Et 10 ans plus tard, elle a franchi le pas, elle a des relations sexuelles avec cet homme. Au fil du temps, elle a fini par s'attacher, donc ce qui montre que si on peut... Ça devient son amant, si je me trompe. Ça devient son amant, c'est ce qui complique un peu les choses et qui montre à quel point tout ce que je décris n'est pas simplement du calcul et qu'il faut sortir aussi de la matérialité, qu'on peut aussi aimer en étant endetté, que la dette, c'est aussi de l'attachement, y compris affectif, y compris de l'attention, mais en l'occurrence, là, dans une relation foncièrement asymétrique. Et donc, des années plus tard, cet homme est toujours son amant, il lui prête toujours de l'argent. Il y a effectivement un sentiment que l'on peut qualifier d'amour qui s'est noué. Et en même temps, elle lui doit toujours. Elle doit toujours le moindre faux pas. Si elle s'écarte un peu, il va lui reprocher de n'être là que pour l'argent, ce qui, pour elle, reviendrait à l'insulte suprême qui consisterait à être qualifiée de pute. Et dont il faut vraiment se distinguer. Et puis, peut-être, du coup, je revisite des terrains que j'avais fait bien des années auparavant, au Sénégal. Alors, mes premiers pas en tant que jeune chercheur, et où ces femmes sénégalaises étaient déjà très endettées, et ne cessaient de parler de cette idée de soigner la honte. Donc, il y avait cette question de la honte, à l'époque, que j'avais du mal à interpréter, que j'avais un peu laissé de côté. Et puis, ce terrain français que j'avais fait à peu près à la même période, et où les témoignages étaient aussi très, très marqués par cette question de la honte. Les chercheurs sont aussi des personnes, c'est-à-dire qu'il y a eu pendant longtemps cette fiction du chercheur, de la chercheure complètement objectif, qui arrive à s'extraire de sa propre vision du monde. Alors, il y a effectivement tout un travail, c'est vraiment s'assurer qu'on ne projette pas sur les personnes qu'on rencontre ses propres angoisses, ses propres systèmes de représentation, ses propres obsessions. Et en même temps, je suis aussi une femme. Je suis entourée de collègues. Et donc, cette idée d'être femme, c'est être en dette, résonne aussi beaucoup, finalement, avec des témoignages, avec mon propre vécu. Justement, Pouche pour Annie, cette femme que tu as suivie pendant 15 ans, elle dit à un moment « Je suis une ATM ». Donc ATM, c'est distributeur automatique de billets. Quelque part, elle réduit ce qu'elle fait, en fait, comme travail de la dette à une machine. Et donc, ce travail cognitif, émotionnel, relationnel que tu décris et qui est d'une complexité quand même assez extraordinaire, comment on explique que ce travail, il reste invisible, même aux yeux de celles qui le font ? Quand elle dit ça, elle dit qu'aux yeux des autres, elle est comme une machine. C'est-à-dire qu'il suffirait de mettre une carte bancaire dans une machine pour que l'argent sorte. Et justement, son propos, ça consiste à... Ça, c'est ce que disent les autres. D'elle. Et elle insiste beaucoup. Alors, elle n'a pas forcément conscience, ou elle s'interdit aussi de voir l'ampleur que ça représente, parce que c'est très violent, finalement, d'imaginer tout ce que ça représente. Mais quand on pousse la discussion, les femmes ont quand même une certaine lucidité sur tout ce qu'elles font. Et là aussi, le travail de la recherche, c'est à la fois de les faire parler, mais aussi de documenter et d'objectiver ce que représente ce travail. Et donc, voilà, des compétences cognitives, parce que combien je dois, à qui, combien ça coûte, à quel moment je dois rembourser.
Donc, il y a tout un travail d'accès à l'information, il y a tout un travail mémoriel. On est dans un contexte où beaucoup de ces femmes ne sont pas lettrées, ne tiennent pas de compte. Et donc, ce qu'on peut appeler un art de la mémoire, c'est-à-dire avec tout un tas de techniques consistant à fixer dans la mémoire des situations, des humeurs. Tel jour, tel prêteur était habillé de telle manière, il avait l'air plutôt austère. Et donc, c'est cette image qui est gravée dans ma mémoire et qui me permet de me souvenir que je lui dois tant et que je dois rembourser à telle date. Peut-être pour désexotiser, parce que ça, c'est un exemple tamoul, quand j'avais travaillé dans ce qu'on appelle aujourd'hui les Hauts-de-France, cette diversité, cette infinité de tactiques et de techniques permettant de gérer un budget au centime près m'avait fasciné. On craint toujours d'être dans le rouge. Donc, on va multiplier les techniques permettant de limiter les risques d'être dans le rouge. Par exemple, affecter certains revenus à certaines dépenses. Le système des enveloppes. On met l'argent dans certaines enveloppes pour s'assurer qu'on ne va pas dépenser davantage. Des systèmes d'épargne forcée. Cet argent que je réserve, par exemple, à la rénovation de mon frigo, parce qu'à un moment donné, il va tomber en panne, je le mets sur un compte qui est dans une banque qui est un peu plus éloignée, même si ça me coûte de l'argent, pour être sûr de ne pas bouffer l'argent, comme on dit régulièrement. Des choses qui peuvent sembler complètement irrationnelles, que les banquiers ne comprennent pas toujours, mais qui le sont parfaitement quand on comprend le degré de contrainte qui s'exerce sur ce quotidien. Un autre exemple d'épargne forcée, que j'ai mis longtemps à comprendre aussi, c'est on fait des petits boulots, par exemple de travail ménager, aller faire le ménage chez un tel ou un tel, et on va demander à se faire payer tous les 6 mois. Ce qui peut sembler un peu surprenant. Cette femme a constamment besoin de liquidité, mais elle va préférer se faire payer tous les 6 mois pour avoir une grosse somme qui va lui permettre de payer une grosse dépense dont elle sait qu'elle va arriver à ce moment-là. Et d'ailleurs, je trouve très intéressant parce que dans ton livre, au début, tu parles du loup de Wall Street qui représente, j'ai plus son nom en tête, un très fameux trader qui a réussi brillamment avant d'entamer quand même une chute assez vertigineuse. Mais quelque part, on voit qu'il y a un regard un peu admiratif quand même autour de ce genre de profil. Alors qu'en fait, ce que tu expliques, c'est qu'il y a beaucoup de femmes en fait, au quotidien qui font des opérations plus intelligente, plus extraordinaire et encore plus organisée, puisque très contrainte que ce loup de Wall Street. Seulement, voilà, encore une fois, en fait, c'est un peu la répartition aussi de la vision de la société, de la gestion des finances. Oui, bien sûr. On sait aujourd'hui que le haut de la finance, et c'est comme ça que je démarre le livre d'ailleurs, avec ce contraste. C'est-à-dire que le haut de la finance, qui est le fait de traders, de gestionnaires de fonds d'investissement, etc., qui sont, pour la plupart des hommes, on a quand même des chiffres très clairs sur le fait que ça reste quand même un bastion masculin, le plus souvent blanc, même si certaines places boursières commencent à émerger, notamment du côté de la Chine, hautement diplômés et qui gagnent des fortunes colossales, supposément correspondre à des compétences extrêmement sophistiquées, consistant à manier des algorithmes, à gérer des risques, etc. Et donc, le propos du livre, c'est d'inverser les choses, en fait, et de dire que si on s'intéresse au bas de la pyramide, à ces millions de personnes qui font tourner la machine financière, et bien finalement, à la fois, ce sont des femmes, et en même temps, ce sont des femmes qui ont des compétences extrêmement sophistiquées, complètement informelles, comme on faisait la remarque il y a quelque temps, il n'y a pas de MBA en gestion financière de la pénurie. Avec un SMIC et 3 enfants. Mais au final, ce sont effectivement un arsenal de compétences extrêmement sophistiquées. Oui, non, mais c'est vrai que c'est fou. Alors, tu décris, on va revenir un petit peu sur ce dont on parlait au début, tu décris ce que tu appelles le gage corporel, un continuum qui va, on va dire, du sourire à l'acte sexuel selon les circonstances. Comment ce continuum fonctionne-t-il concrètement dans le domaine de la dette ? Alors, cette idée de continuum, c'est ce terme fait par cette collègue, Paola Tabet, qui m'a beaucoup inspirée dans son livre « La Grande Arnaque », et qui, pour résumer les choses de manière assez simple, dans un certain nombre de contextes, les femmes sont privées ou en tout cas dépourvues de ressources matérielles. D'accord. Et par ailleurs, leur sexualité est aussi domestiquée. Et donc, pour ces 2 raisons, leur corps est bien souvent la seule ressource qu'elles ont à disposition. Avec tout un continuum de situations qui vont de l'espace conjugal, où une femme qui dépend matériellement de son conjoint, voilà, on a vu à quel point c'était encore le cas en France, bien sûr, va du coup utiliser son corps de manière plus ou moins consciente pour obtenir certaines choses. Je prends un exemple très concret. Un certain nombre de femmes tamoules avec lesquelles que j'ai suivi dans la durée
et qui, au fil des confidences, finirent par dire très clairement que ce qu'elles appellent la magie de l'oreiller, c'est-à-dire que elles savent que le lendemain ou le surlendemain, elles ont une échéance à payer, et la veille ou l'avant-veille, elles vont mettre un peu d'encens dans leur chambre, tenter de satisfaire ce qu'elles imaginent être les désirs sexuels de leur époux, en espérant que le lendemain, ils se montrent plus conciliants pour contribuer financièrement à cette échéance de paiement qu'elles doivent honorer. Donc, il ne s'agit pas de dire « je te donne du sexe, tu me donnes de l'argent », mais c'est évidemment qu'il y a une sorte de tractation beaucoup plus subtile. Et bon, en sortant du catamoule, une enquête en Suisse récemment qui donnait des chiffres quand même astronomiques. Alors, je ne les ai plus en tête, mais il me semble que c'était près de 30% de jeunes femmes qui considèrent qu'à partir du moment où un jeune homme leur a payé un verre, un restaurant, parfois les a hébergés, elles se sentent en dette. Ouais, elles sont redevables. Elles se sentent redevables. Donc voilà, ça c'est une partie du continuum, quelque chose qui est très diffus, qui est lié à la section de la dépendance matérielle et qui va, de manière souvent plutôt plus ou moins consciente, se traduire par ce que Paola Tabet qualifie d'échange économico-sexuel, où je donne du sexe en échange d'une somme d'argent ou d'un avantage matériel quel qu'il soit. Et puis à l'autre spectre du continuum, on a, là, si je reprends le catamoule, pour négocier un crédit, je vais devoir m'habiller comme il faut, je vais devoir me mouvoir d'une certaine forme, je vais devoir éventuellement sourire, je vais devoir séduire. Et en fonction des attentes du prêteur et en fonction de ma capacité à le convaincre et en fonction aussi d'un capital corporel et esthétique qui est assez inégal selon les femmes, je vais devoir passer à l'acte sexuel. Avec là aussi, du coup, un continuum de gestes. Depuis, pour certaines, le sourire va suffire et pour d'autres, il va falloir faire une fellation, il va falloir accepter une pénétration. Donc voilà ce que j'entends par continuum de pratiques, puisque une question qu'on me pose souvent, c'est ces femmes sont la cible privilégiée de tout un tas de prêteurs et en même temps, en termes de garantie matérielle, elles n'ont pas grand-chose. Donc une des garanties principales, il y a deux choses. Il y a cette éthique du remboursement, je suis femme donc je paye. Enfin, l'argent, il faut bien le trouver quelque part. Mais oui. L'argent, il faut bien le trouver quelque part, donc il faut convaincre le mari, avec éventuellement un outil de persuasion qui est le sexe. Il y a d'autres techniques qui sont faire rouler la dette. Je m'endette à droite pour rembourser à gauche. Il y a essayer de convaincre les maris d'aller travailler davantage, travailler soi-même davantage, vendre des biens, et puis monnayer son corps. Ouais. L'exemple de Madagascar que tu mentionnes, où la sexualité peut être un service dont les femmes tirent profit, et dans le cadre duquel elles peuvent choisir aussi le partenaire. Qu'est-ce qu'il nous apprend sur nos propres normes ? Oui, c'est là encore un exemple de détour en fait, qui montre à quel point certaines choses qu'on imagine comme naturelles ne le sont pas. Dans l'analyse de cette dette patriarcale et de sa composante sexuelle, il y a vraiment cette domestication du désir féminin et du désir masculin d'ailleurs. Ça, c'est ce que nous apprennent aussi les approches queer, qui m'ont aussi beaucoup inspirée. C'est à quel point on a quand même une domestication de toutes les formes de sexualité, en fait. Et c'est là où c'est intéressant de procéder par détour pour voir à quel point ceci n'a rien d'une fatalité. Et effectivement, le cas malgache, on est dans une région du Madagascar, le Macaï. Il ne s'agit pas de parler de Madagascar dans toute sa totalité et toute sa complexité. Mais on a effectivement un groupe social qui... on est dans un contexte très peu monétarisé, le Macaï, d'agriculture de subsistance, il n'y a pas d'eau, pas d'électricité, pour vous donner un peu une idée du contexte, et où effectivement la sexualité féminine n'est pas un dû, c'est un service qui se paye. Ce n'est pas de la prostitution, ça n'a rien à voir. Il y a un vernaculaire, il y a un terme pour désigner la prostitution, et c'est un terme qui est assez diffamant. Et ça n'a rien à voir avec le fait que la sexualité est un service qui se paye. Les hommes comme les femmes vont vous le dire. Les hommes vous disent, si je ne paye pas, je manque de respect. Historiquement, c'était plutôt des produits cosmétiques, du savon, pour que la jeune femme puisse prendre soin d'elle. Aujourd'hui, c'est du cash avec un prix qui est fixé. Et ce que ça nous dit, alors il y aurait beaucoup à dire sur ce cas, qui ne s'agit pas du tout de romantiser, parce qu'à quel âge ça commence, etc. Mais ça a beaucoup à nous dire sur le fait que cette sexualité féminine, trop souvent pensée comme un dû, y compris dans un contexte comme la France aujourd'hui, n'a rien d'une fatalité. Oui,
C'est chouette à entendre aussi, ça change les perspectives sur ces sujets-là. Tu écris dans ton ouvrage, la dette ne se paie pas qu'en argent, elle se paie en patience, en retenue, en contrôle de soi, en disponibilité dosée, elle se paie aussi en sexe, on en parlait, elle se paie en réputation, elle se paie en corps. Et c'est valable partout à travers le monde. Mais là, on revient sur cette démarche qui consiste à naviguer entre des processus récurrents. Et effectivement, il y a quand même cet argument très fort qui est de dire que c'est patriarcal. Je l'ai rencontré partout, même si c'est à des degrés divers. Et avec ce constat qu'être femme, c'est payé de plein de manières différentes, effectivement, ça me semble récurrent. Alors après, on est sur des tendances. Il y a effectivement parmi les auditeuristes qui nous écoutent, un certain nombre de femmes, j'espère, ne se sentent pas dans cette situation-là, et c'est tant mieux. Oui. Et il faut que ça change. Donc là, on est sur des tendances de fond, ce qui n'exclut pas des cas bien sûr isolés. Et puis, encore une fois, alors je me répète un peu, mais il y a vraiment cette idée que tout ça se construit et que donc ça n'a rien d'une fatalité. Alors, j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur la notion de parentalité comme construction, justement, tu le disais, capitaliste. La famille hétérosexuelle telle qu'on la connaît en Europe, avec, on va dire, l'homme gagne-pain et la femme dévouée, notamment au foyer, c'est une construction, donc tu le disais, du 19e siècle, pas une réalité universelle. Pourquoi est-ce que c'est encore si difficile à entendre aujourd'hui, ça ? Oui, alors ça, il y a tout un tas de travaux féministes qui ont été faits là-dessus et que j'ai revisité en regardant ce que ça faisait à cette question de la dette patriarcale. Et avec vraiment cette observation, me semble-t-il que même si ce n'est pas le capitalisme qui a inventé le patriarcat, il y a quand même un tournant qui s'opère avec plusieurs choses. La première, c'est effectivement cette invention de la famille hétérosexuelle nucléaire, où l'homme est supposé être le gagne-pain et la femme est supposée être femme au foyer. À l'échelle de l'humanité, c'est très singulier. Et aujourd'hui encore, dans plein de contextes, ce modèle familial n'existe pas. Et donc, quelles conséquences ça a pour notre propos ? Que les travaux féministes, notamment les historiennes, ont bien montré, c'est à quel point le fait de dissocier l'espace domestique de l'usine, parce que c'est ça qui s'opère, a des conséquences absolument radicales pour plusieurs choses. Pour la question de la valorisation des activités féminines, puisque c'est à ce moment-là qu'il y a vraiment cette idée que n'a de valeur que des activités qui sont supposées s'échanger sur un marché. Donc tout ce qui en sort est invisibilisé, dévalorisé, et avec le rôle notamment de l'économie qui a joué quand même un rôle central pour légitimer tout ceci. Et puis, il y a vraiment cette image de la dépendance, cet idéal quasiment de la dépendance qui émerge, qui n'avait pas du tout ce visage-là jusqu'à cette période. Parce que cette femme au foyer, finalement, elle incarne un statut de dépendance. Elle n'existe que dans la dépendance. Être dépendant, c'est être en dette. Et donc, ce que montrent certaines historiennes, que je trouve tout à fait passionnant, c'est à quel point le marché du crédit change aussi. Dans la société pré-industrielle, tout un tas d'historiennes ont montré qu'on était dans des sociétés de crédit. Je te prête, tu me prêtes. C'est aussi une époque où le crédit et réputation avaient à peu près la même signification et où être endetté n'était pas du tout stigmatisé. Et puis à partir du moment où émerge cette idée de l'idéal de l'homme gagne-pain autonome, la dépendance devient quelque chose laissé aux femmes, devient quelque chose d'émasculant. S'endetter, c'est contraire à cet idéal-là. Donc s'endetter devient très féminin. Voilà, pour moi, il y a vraiment un tournant. Et là, on voit encore à quel point la famille a des conséquences, est complètement entremêlée en fait. La manière dont on construit la famille est complètement entremêlée avec un modèle économique tout à fait singulier. Alors aujourd'hui, on pourrait considérer, si on prend le cas français, qu'on est sorti de ça. Les jeunes femmes sont désormais plus éduquées que les jeunes garçons. Elles sont quasiment aussi nombreuses à exercer une activité rémunérée. Mais tu as donné des chiffres en introduction, les revenus féminins restent inférieurs. Oui, c'est parce que c'est plus à temps partiel, c'est des interruptions de carrière à cause de la maternité, mais c'est aussi toutes choses égales par ailleurs, des salaires inférieurs. Et je pense, et d'autres le disent, des collègues sociologues, des collègues économistes qui sont davantage spécialisés que moi sur la question des rémunérations et qui considèrent qu'on n'est pas sorti de cette idée de salaire d'appoint. Parce que la conséquence radicale de cet idéal de famille, homme gagne-pain, femme au foyer, c'est d'imaginer que les revenus féminins sont uniquement des revenus d'appoint.
Et on n'est pas sorti de ça. Qui complète le salaire important du mari, finalement. Voilà, tout à fait. Et donc, dans la manière dont des femmes n'osent pas revendiquer des augmentations de salaire, dans la manière dont les employeurs n'imaginent pas proposer des augmentations, voilà, un seul exemple pour illustrer le fait que, consciemment ou pas, et c'est souvent inconscient, et c'est là où, du coup, ça devient extrêmement difficile à éradiquer, il est acceptable que les revenus féminins soient inférieurs à ceux des hommes. D'ailleurs, on le voit aussi dans les métiers dits féminins, c'est-à-dire les métiers du care, etc. On le dit souvent, mais les salaires sont vraiment très bas, mais parce que en fait, il y a quasiment une association au fait que ce soit des métiers féminins, avec des rémunérations qui sont ras les pâquerettes, quoi. Alors, le travail reproductif, porter, accoucher, allaiter, éduquer, est gratuit, globalement. Est-ce que tu crois qu'il y a aussi là une racine qui explique ces différences à la fois de revenus, d'endettement entre femmes et hommes? Oui, c'est une partie du problème. Hein. C'est évidemment une partie du problème. C'est vraiment là-dessus qu'insiste beaucoup le féminisme matérialiste. Je reprends les mots de Silvia Federici, qui résume ça de manière très percutante. Les hommes produisent des machines et les femmes produisent des travailleurs. Donc, produire des travailleurs, ça a une vraie valeur. Clairement. Mais qui, à un moment donné, il a été décidé que ceci n'avait pas de valeur. Voilà. Et que ceci était une obligation féminine. Et donc là, on est au cœur de la dette. Oui, complètement. C'est passionnant, franchement, de réfléchir comme ça. Alors, pour en revenir un petit peu à ce dont on parlait aussi pour l'Inde, tu montres que les femmes, ça on en parlait un petit peu tout à l'heure, que les femmes peuvent assumer la quasi-totalité des remboursements de dettes, donc parfois jusqu'à 97%, j'ai noté, tout en ayant peu, voire pas de revenus. Alors, qu'est-ce que ça révèle justement du fonctionnement réel aussi de l'économie domestique et de la manière dont, encore une fois, on invisibilise le travail économique des femmes? Qu'est-ce qu'on mesure? Qui décide de mesurer quoi? Il y a des enjeux politiques qui sont essentiels derrière. Si on prenait le soin, la peine de mesurer ce qui circule, non pas uniquement des stocks, non pas seulement ce qui est accumulé, qui est plutôt un privilège masculin, mais ce qui circule. Oui. On aurait une vision de la richesse qui est radicalement différente. Je vous donne un exemple très concret. Sur le papier, regardez les statistiques indiennes, vous allez voir qu'un très grand nombre de femmes indiennes sont, entre guillemets, inactives. Alors, ce terme peut paraître très grossier, voire obscène. Malvenu, quoi, il suffit de passer quelques jours dans un village tamoul pour voir à quel point l'inactivité est quand même quelque chose de très problématique. Alors, si on pousse un peu sur les chiffres, les statistiques sur le fait d'avoir un emploi rémunéré sous-estiment déjà ce qui se passe, puisque les statistiques ne sont pas adaptées pour capter un grand nombre d'activités qui génèrent des revenus, mais qui sont invisibilisées par les statistiques officielles. Donc là, on a un premier problème. Et ensuite, si vous regardez les femmes qui effectivement n'ont pas ou peu de revenus monétaires, ce qui effectivement est le cas pour quand même un grand nombre de femmes indiennes. En revanche, si vous vous intéressez à la quantité d'argent qu'elles font circuler, la productivité féminine devient évidente. Et donc là, on s'est attaché à mesurer, si on regarde pas les revenus, oublions les revenus, mais regardons ce qu'on pourrait appeler un chiffre d'affaires à l'échelle de la famille, c'est-à-dire qui consiste à chiffrer la quantité d'argent qui circule, dans la mesure où ce sont les femmes qui font circuler cet argent, les femmes deviennent beaucoup plus productives que les hommes. Clairement. Voilà. Et là, ça, on peut le quantifier, on peut l'objectiver. On voit bien à quel point la mesure est quelque chose de très politique et il suffit de mesurer différemment pour avoir une vision complètement différente de qui est productif et qui ne l'est pas, ou qui l'est moins. Changer de point de vue, en fait, sur un sujet. Je propose qu'on explore maintenant les pistes un petit peu, justement pour changer un peu déjà le point de vue sur ces sujets-là et voir aussi s'il y a des possibilités de se libérer en fait de ce poids de la dette. Donc Geneviève, qui est une mère célibataire surendettée que tu as suivie à Valenciennes, dit qu'en participant à un groupe de femmes, elle a recommencé à se coiffer, à s'habiller autrement, par exemple pour aller faire ses courses. C'est une image minuscule, mais qui dit beaucoup. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi? Oui, donc toute une partie de mon travail aussi, c'est de regarder les interstices, de regarder les formes de résistance et de réfléchir à d'autres futurs.
Donc j'ai effectivement passé beaucoup de temps à essayer de comprendre comment ces femmes, individuellement, collectivement, résistent et quelles sont les pistes qu'on peut imaginer pour changer les choses. Et donc là, il y a plusieurs niveaux. Le premier qui est de voir comment ces femmes elles-mêmes au quotidien résistent. Et ce qui est fascinant, c'est de voir, oui, il y a d'un côté un système qui oppresse, qui écrase, qui est tragique, et qui écrase ces femmes en permanence. Et en même temps, il est fascinant de voir à quel point il y a cette dignité, c'est cette dignité, cette quête de dignité permanente. Et qui passe par quoi ? Qui passe par plusieurs choses. Et je dirais là, un mélange de matérialité et un mélange de soins. Donc l'image de Geneviève qui, en participant à ce groupe, a retrouvé de la dignité, c'est effectivement, ça peut sembler minuscule, alors que c'est quelque chose de très politique. Mm-hmm. Ce que ces femmes disent souvent, c'est « je prends soin des autres, qui prend soin de moi ?» Et donc dans ces espaces très intimes, souvent entre femmes, il y a de l'argent qui circule, il y a de l'entraide, je te prête, tu me prêtes. Et donc avec du coup l'existence de circuits d'entraide monétaire qui existent en dehors du système capitaliste, qui ont des ampleurs plus ou moins fortes, suivant les contextes, mais qui ont le mérite d'exister. Et puis, il y a beaucoup de soins qui circulent aussi. Dans ce terrain que j'avais fait dans le nord de la France, auprès d'une association qui faisait de la prévention contre le surendettement, j'avais assisté à un certain nombre de séances de cette association. Et l'une d'entre elles m'avait un peu troublée à l'époque. Finalement, c'était de la danse. Et il m'a fallu du temps pour comprendre la dimension très politique, en fait, de ce qui peut sembler complètement anecdotique, avec des femmes qui libèrent leur corps, quelque part, qui libèrent leur corps, un corps qui est en permanence surveillé, contrôlé, autocensuré. Dans le Catamoul, c'est des femmes qui se laissent aller, qui écartent les jambes, qui rigolent. Qui font des blagues qui font des blagues extrêmement salaces, qui se moquent des hommes, qui se moquent des femmes de classe supérieure. Et voilà, alors qu'elles vivent habituellement dans un carcan, là, on a une espèce de libération et qui est très politique, puisque toute cette aide patriarcale, elle est incarnée, elle est dans la chair, elle est dans le corps, donc tous les moments, toutes les opportunités de libérer ce corps, y compris par des gestes qui peuvent sembler très futiles, me semble quelque chose de très politique. Des gestes qui ne sont pas si futiles, finalement, comme tu l'expliques très justement. Dans ce cadre-là, tu parles des ruses, des marges de liberté aussi qui peuvent se trouver quand même dans la contrainte. Est-ce que, selon toi, ces résistances individuelles, elles suffisent ? Ou quand même, est-ce qu'il faut quelque chose de plus collectif ? Donc évidemment, ça ne suffit pas, mais il y a deux choses ici. La première, c'est qu'il faut regarder ça, il faut y prêter attention, parce que ça a beaucoup à nous dire sur la manière dont ces personnes se pensent, dans la manière dont ces personnes se projettent, dans toutes les ambivalences de ces questions d'endettement. Et donc s'intéresser à ces ruses, à ces astuces, à ces échappées, il y a aussi une question très politique, puisqu'on ne peut pas faire le bien à la place des gens. Donc regardez comment ces formes de résistance, il y a à la fois une question éthique, rendre justice à la capacité d'agir de ces personnes, qui même dans des contextes de forte oppression, montrent des capacités d'agir qui sont tout à fait fascinantes. Et en même temps, évidemment, il ne s'agit pas de romantiser, parce que ces capacités d'agir, elles ont beaucoup à nous dire aussi sur le pouvoir qui s'exerce, puisqu'elles se glissent dans des interstices. Ces capacités d'agir, alors pour être très concret, il y a ces espaces d'entraide dont je parlais, mais il y a aussi ces relations avec des amants, qui consistent à créer des liens affectifs, des liens sexuels, des relations sexuelles où on prend du plaisir, un plaisir qui nous est interdit dans la sexualité conjugale, et une sorte de résistance à la sexualité passive que l'on m'impose. Donc ces formes de résistance, elles prennent des formes multiples, mais ça ne suffit pas. Et là, peut-être deux choses. La première, c'est que dans certains contextes, on a des mobilisations de femmes qui se mobilisent contre la dette et qui disent la dette, ça suffit. Vous avez ce cas de figure en Argentine, vous avez ce cas de figure au Sri Lanka, vous avez ce cas de figure au Maroc. Et avec aussi cette revendication qui me semble fondamentale et qu'il faut, c'est là-dessus que je termine le livre, c'est-à-dire finalement, on a ce paradoxe absolument tragique avec d'un côté des femmes qui sont érigées en débitrices perpétuelles, alors qu'elles donnent de leur temps, elles donnent des soins, elles donnent de l'argent, elles donnent du sexe. Est-ce qu'il ne faudrait pas inverser la perspective ? Est-ce que ce ne sont pas elles qui tiennent le monde à crédit ? Et on peut élargir cette perspective à la dette environnementale, à la dette écologique, à la dette publique,
avec tout un tas de situations, finalement, où il a été décidé par les dominants que l'État doit au marché financier plus qu'à ses citoyens, où les États du Sud doivent aux États du Nord. Est-ce que ce n'est pas les États du Nord qui, après avoir pillé pendant des siècles des populations, ravagé la planète, doivent plutôt aux pays du Sud? Bon, il y a tout un tas de configurations où, finalement, le langage de la dette mérite d'être inversé. Alors, pour les femmes qui nous écoutent et qui se demandent si, par exemple, elles veulent ou non avoir des enfants, qui s'interrogent aussi sur le rôle qui leur est attribué en tant que femme, de devenir mère, qu'est-ce que ton travail change à la façon dont on peut se poser cette question? Par rapport à toutes ces injonctions, toutes ces obligations qui pèsent sur les femmes à différentes étapes de la vie, qu'on soit petite fille, il faut bien se tenir, il ne faut pas écarter les jambes, etc. Il faut sourire. Il faut être gentille. Que ce soit à l'entrée en jeune adulte, que ce soit une fois qu'on est à l'âge où on est supposé avoir des enfants, que ce soit en tant que belle-fille, que ce soit ensuite en tant que grand-mère, où il faut aussi Voilà, on n'en sort jamais, en fait. C'est vrai. Et donc, alors c'est plus facile à dire qu'à faire, parce que tout ceci est complètement intériorisé. Mais pour chaque injonction, d'où ça vient finalement? Qu'est-ce qui se passe si je ne m'y plie pas? Est-ce que vraiment j'en ai envie? Est-ce que ça correspond à mes propres aspirations? Ou c'est finalement pour me plier à des injonctions qui viennent de l'extérieur? Alors c'est extrêmement compliqué parce que tout ça est... Voilà, entre dissocier ce qui relève de mes aspirations propres et ce qui relève d'injonctions extérieures, on sait bien que il y a un entremêlement permanent. Mais oui. Et je pense que la question mérite d'être posée et on peut se la poser tous les matins par rapport à toutes les injonctions qu'on a du début jusqu'au soir, quoi. Au quotidien, c'est sûr. Alors, j'ai une petite question plus personnelle, justement, pour clôturer cet échange. Toi, tu as passé 20 ans sur ces terrains, au plus près de ces femmes dont tu nous parles, justement. Qu'est-ce que ça a changé en toi, en tant que femme, de travailler sur ces sujets? Encore aujourd'hui, ce mythe de l'objectivité du chercheur, de la chercheuse, bon, on sait aujourd'hui que c'est quand même un mythe et qu'on est tous des personnes avec nos systèmes de représentation, nos craintes, nos angoisses, nos obsessions, nos fantasmes, etc. Donc, évidemment, le travail de recherche consiste en permanence à s'objectiver un maximum de ça, mais l'objectivation complète n'est jamais possible. Et donc... ce n'est certainement pas anodin que je sois une femme. J'ai beaucoup travaillé en collectif avec des hommes qui avaient leurs propres particularités et qui reconnaissaient que eux aussi étaient d'accord pour observer cette dette patriarcale, mais se sentent moins à l'aise pour en parler. Donc il y a effectivement une forte résonance alors je ne l'ai fait que dans les remerciements pour éviter d'alourdir la partie personnelle, mais je dis dans les remerciements, quand je passe en revue tous les gens et toutes les personnes qui m'ont beaucoup aidée, que la première femme endetée de ce livre, c'est certainement moi. Donc le mettre sur le papier, même m'aide certainement à dépasser je n'en sortirai probablement jamais complètement, mais à l'accepter et à mettre des mots sur quelque chose, c'est déjà en partie le dépasser. De l'importance aussi qu'il y ait des chercheuses, des chercheurs comme toi qui aident aussi à mettre des mots et à poser ces questions pour réfléchir sous un autre prisme, ce qui est essentiel. Merci beaucoup Isabelle pour ta présence dans le podcast Alors c'est pour quand ? Peut-être que cet épisode vous a fait voir certaines choses autrement. Peut-être aussi que vous vous êtes reconnu dans ces équilibres fragiles, ces calculs invisibles et cette charge qu'on ne nomme pas toujours. En tout cas, si vous voulez aller plus loin, je vous recommande La femme endettée d'Isabelle Guérin. Je vous mets toutes les infos en description. Et si cet épisode vous a touché, vous pouvez le partager. C'est souvent comme ça que les prises de conscience commencent. À très vite. Le sujet vous intéresse ? Vous avez des questions, des suggestions concernant le podcast ? Ça se passe sur Instagram, sur le compte Alors c'est, la lettre C, pour quand, tout attaché. Alors c'est pour quand, tout attaché. Je vous mets le lien dans le descriptif de l'épisode. À bientôt !